Garantie de stabilité pour les uns, frein au développement pour les autres, le franc CFA ne cesse de faire débat. D'ailleurs, de plus en plus de mobilisations ont lieu sur le continent ou alors en France. Le franc CFA, pourquoi veut-il changer les règles? C'est le thème du jour. Vous êtes sur Regard Extérieur. Bienvenue sur Canal 2 International. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent. Un petit clin d'œil à ceux qui ont regardé la dernière émission, qui sont partout en Afrique, mais également au Cameroun. Je vous prie de continuer à nous soutenir. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions par téléphone au 0033 7 55 98 30 93 ou sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans ce numéro spécial consacré au franc CFA. Depuis quelques mois déjà, on assiste à de nombreuses mobilisations un peu partout sur le continent, mais également en France. Pour cela, je reçois déjà, pour commencer cette première partie de l'émission, bienvenue Mwazoulou Diabanza. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif UDC. Merci. Je vous propose qu'on regarde tout de suite, sans plus attendre, la vidéo de Nathalie Arthaud, qui est candidate à l'élection présidentielle en France. Elle donne son point de vue sur la sortie du franc CFA. Alors le franc CFA, pour moi, il représente évidemment un instrument de domination impérialiste de la France. Et je suis militante communiste donc de ce pays, la France, qui a colonisé, qui a opprimé beaucoup de peuples en Afrique pendant des années, des décennies, et puis qui continue de le faire au travers de la politique impérialiste et de la présence de ces grands bourgeois que sont Bolloré, Bouygues, Rougier, enfin tous ces noms sont bien connus en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et évidemment, je dénonce donc cette emprise qui est facilitée par l'existence de cette monnaie sur laquelle finalement la France et cette bourgeoisie française a la main. Donc moi je suis oui pour la suppression du franc CFA. Maintenant, je pense que au-delà de mon élection, au-delà de cette élection présidentielle et de ma candidature à l'élection présidentielle, je me positionne d'abord et avant tout comme une militante. Et si j'ai envie de m'adresser aujourd'hui aux travailleurs africains, aux exploités africains, aux plus pauvres africains, c'est pour leur dire que cette seule revendication. Vous venez de regarder cette vidéo. Que pensez-vous de la sortie de Nathalie Arthaud, en tout cas son opinion sur le franc CFA? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une position juste pour gagner des voix auprès des diasporas africaines? Bon, je ne pense pas que je ferai l'analyse politique ou jouer au politologue par rapport à son opinion. Mais ce que je retiens, c'est que sa position épouse un peu la nôtre lorsqu'elle dit que la lutte pour la suppression de la zone franc. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est inscrit dans notre manifeste qui a 13 points. La lutte pour la suppression de la zone franc n'est pas nécessairement la conséquence, ne sera pas nécessairement la conséquence directe de la libération de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. La raison pour laquelle nous l'avions dit et nous ne cessons de le répéter, que mettre fin à la monnaie coloniale, néocoloniale et mafieuse du franc CFA, nous y arriverons. Mettre fin au processus d'asservissement du peuple africain, nous y arriverons. Vous savez que si nous remontons le cordon ombilical du temps, nous aurons remarqué que Toussaint Louverture, Boukman, Makandal, Makaya, Patrice Lumumba, Jomo Kenyatta ont réussi tous à mettre fin au processus de domination et, si vous voulez, d'asservissement de notre peuple. Mais lorsqu'il s'est agi des questions de ramener la liberté à notre peuple, ils ont tous péri. Et ma détermination aujourd'hui est que nous y arriverons. Très bien. Justement, ça permet de faire le point sur toutes les mobilisations auxquelles vous avez assisté personnellement, mais également de nombreuses personnes. De plus en plus se disent il faut absolument qu'on tape du poing sur la table pour sortir du franc CFA. Vous ne pensez pas que c'est une mobilisation qui concerne entièrement les diasporas africaines? Non, parce que, regardez, lorsque nous avions fait notre première mobilisation, 70 ans après, les Africains, nous avions accepté dans l'opprobre et le silence la servitude monétaire du franc CFA. Nous sommes allés à Chamaillère, où se trouve notamment l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA. Lorsque nous sommes allés là-bas, la conséquence et l'impact a été direct. Parce que les voix se sont levées jusqu'à ce que
celui que je qualifie aujourd'hui, je pense à raison, les perroquets nationaux africains, Alassane Dramane Ouattara, s'est déplacé pour la première fois, venir jusqu'à Clermont-Ferrand pour tenir des conférences, pour pouvoir rassurer tous les bourgeois et tous les richissimes dont parlait Nathalie Arthaud par rapport à ceux qui sont liés dans cette mafia, si vous voulez, du franc CFA. C'est-à-dire que l'impact a été direct. Et d'ailleurs, il y a eu une proposition sur le champ même qui a été faite. Cette proposition consiste aujourd'hui à délocaliser l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA pour que cette imprimerie se trouve en Afrique. Ce qui démontre que notre cible a été atteinte et notre stratégie de combat était très efficace. Et aujourd'hui, je pense que cela ne vous a pas échappé, que je suis aujourd'hui la cible prioritaire du gouvernement français justement sur ces questions néocolonialistes, sur ces politiques néocolonialistes monétaires menées en Afrique et imposées à travers la monnaie du franc CFA. Donc ceci dit que chaque action que nous posons les 17 et les 18 décembre, nous étions dans les rues de Paris. Nous étions dans les rues de Paris parce qu'il fallait dire non à la domination. Dire non. Et nous avions dit que la domination prendra fin. La conséquence a été aussi directe parce qu'au lendemain de notre marche, le président français à l'Élysée a reçu, disons, entre guillemets, son homologue, son préfet sénégalais Macky Sall, qui est venu ici à Paris. Et lorsque la question a été posée à François Hollande, son avis sur le franc CFA, François Hollande a fait mine de ne pas répondre et a désigné Macky Sall. Ce qui démontre que notre stratégie, parce que nous avions commencé dans une lutte coloniale, et notre stratégie était sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une lutte néocoloniale. C'est-à-dire que les élèves du bon maître ont repris comme c'était autre temps le travail qui a été fait et que leur demande leur maître, c'est eux maintenant qui chantent partout qu'il faut garder la monnaie coloniale du franc CFA. Alors, vous pensez que le franc CFA peut se défaire de son étiquette colonialiste ou pas? Si, c'est possible. Déjà, se défaire de son étiquette colonialiste, ça serait très délicat. Je pense que si je rentre dans cet acheminement de la réflexion, elle est passée de la monnaie coloniale à la monnaie néocoloniale à la monnaie mafieuse. Parce que nous avons trois monnaies du franc CFA. Et au premier, nous avons une monnaie indexée, si vous voulez, à l'or autrefois avec le soutien de la Banque mondiale et du FMI. Nous sommes venus à la monnaie de la communauté française d'Afrique, la communauté franco-africaine, avec la deuxième monnaie du franc CFA. Et nous sommes allés à la monnaie mafieuse, la monnaie privée du franc CFA. C'est la monnaie actuelle qui existe, donc la monnaie de la coopération financière franco-africaine. Donc, il s'est fait que le franc CFA se transforme. Se transforme pourquoi? Parce que justement, il y a une conscience émergente. C'est ce qui fait la deuxième conséquence de nos mobilisations. Une conscience collective aujourd'hui qui a émergé partout, où tout le monde a compris qu'on n'en mourra pas. On n'en mourra pas, bien qu'il y aura, si j'ose dire, des contre-coups de l'autre côté, mais on n'en mourra pas. Et il est de notre devoir aujourd'hui, non pas de défaire le franc CFA de son étiquette coloniale, comme vous le dites, mais c'est de mettre à plat cette monnaie qui est le symbole par excellence de la servitude de notre peuple et de notre mère patrie, l'Afrique. Alors, quand vous dites mafia, pourquoi est-ce que vous parlez de mafia? Je parle de mafia parce que quand on regarde la troisième monnaie du franc CFA, cette monnaie aujourd'hui a créé des mécanismes mafieux qui aujourd'hui permettent à certains gouvernements et à certains particuliers, si j'ose dire, de s'enrichir derrière l'étiquette des États. Vous savez que cette monnaie aujourd'hui n'appartient à aucun État. La troisième monnaie du franc CFA. Cette monnaie a été privatisée et a enclenché, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui la fuite des capitaux, mais aussi la libre circulation des capitaux et de l'argent à travers le monde. L'argent peut quitter Singapour demain. De Singapour, on le retrouve à Lagos. De Lagos, on le retrouve à Nairobi. De Nairobi, on les retrouve à Dallas. C'est-à-dire qu'ils ont créé ces mécanismes-là. Et de deux, prenons par exemple ce que fait le gouvernement marocain. Qu'a fait le gouvernement marocain? Le gouvernement marocain a accepté la construction des écoles de hautes études françaises au Maroc. Ces universités-là dénichent des cerveaux africains venus de Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, du Cameroun. Et ces étudiants-là vont faire leurs études au Maroc ou en Tunisie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces étudiants-là choisissent des filières aujourd'hui du management, de l'ingénierie, qui ne sont pas des besoins locaux des économies africaines. Et derrière ces mécanismes-là que j'appelle mafieux, il y a des bourses qui sont délivrées à ces étudiants-là qui, demain, sera, si vous voulez, vont se transformer à des endettements de notre pays et de notre jeunesse. Et à la sortie, je précise bien, à la sortie de leurs études, ces étudiants-là vont appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui l'harmonisation des droits des affaires. Quand on parle de l'harmonisation des droits des affaires, je puis vous assurer que c'est des choses, je dirais, inhumaines. Mais qu'est-ce que ça représente? Que représente clairement le nombre de boursiers qui se retrouvent au Maroc? Qu'est-ce que ça représente? 50 500 étudiants aujourd'hui venus de l'Afrique pour aller là-bas.
Vous savez, c'est un nombre, je dirais, colossal. Ces étudiants viennent des 14 pays qui utilisent Ils viennent des le franc 14 CFA. pays, notamment du franc CFA, mais aussi des autres pays riverains, et ils y vont. Et la conséquence, c'est quoi? C'est ce que je disais, la troisième monnaie, c'est pour harmoniser les droits des affaires à travers l'institution qui gère la troisième monnaie du franc CFA, l'OHADA, l'organisme d'harmonisation des droits des affaires. Les conséquences, c'est que cette politique, une fois ces jeunes-là sortis des universités, ces jeunes-là sont des managers qui sont en train de manager les entreprises françaises et européennes. L'objectif, c'est quoi? C'est de privilégier d'abord les entreprises européennes, occidentales et françaises, mais aussi d'étouffer toute initiative locale et toute émergence d'une idée émanant des populations autochtones qui vivent dans ces pays. C'est-à-dire que nous sommes en train de continuer ce qu'on appelle aujourd'hui la consolidation des privilèges et des positions économiques de la France dans notre chère et mère patrie l'Afrique, surtout dans cet espace-là de la zone franc. Est-ce que vous ne pensez pas que là, ça alimente plutôt une théorie du complot autour justement de la domination de la France sur les États africains qui peuvent encore aujourd'hui, en tout cas, décider par eux-mêmes? Le problème finalement, pour résumer ma question, est-ce que le problème, ce n'est pas les leaders africains? Il y a un problème des leaders, surtout quand on parle de la deuxième et de la troisième monnaie. Un problème des leaders, pourquoi? Parce que quand il s'agit de la deuxième monnaie, vous savez que la deuxième monnaie aujourd'hui est la conséquence directe de ce que je disais autrefois de la tournée du général de Gaulle. Le général de Gaulle a voulu la création d'une communauté franco-africaine à la veille des indépendances des pays africains. Le seul dirigeant digne, Ahmed Sékou Touré, que son âme repose en paix et que son esprit très vivace nous continue de nous inspirer, avait refusé cette communauté. Mais cette communauté, tous les autres présidents qui l'ont accepté, a donné quoi aujourd'hui? La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, c'est que vous appelez la CEDEAO, et la communauté économique des États d'Afrique centrale. Vous voyez ces deux communautés-là, ce sont des subordinations de la volonté du général de Gaulle. Donc il s'est fait que, à travers ces communautés-là, ces deux communautés, les dirigeants africains n'ont pas la capacité, ni le pouvoir, ni la possibilité de pouvoir dire non à toute politique imposée. Je prends un exemple illustratif qui va nous démontrer ça. On a aujourd'hui intégré dans ces processus-là ce qu'on appelle le marché d'assurance intégré. Le marché d'assurance intégré, c'est quoi? Un citoyen qui vit à Silicon Valley, qui décide de créer une compagnie d'assurance à Ouagadougou. Cette personne-là ne vit pas à Ouagadougou, n'a pas de siège, ni son entreprise n'a pas de siège à Ouagadougou et n'est pas justiciable par rapport aux lois burkinabèses. Il s'est fait que tous les assureurs qui vont vers cette personne, demain s'il y a un problème et qu'il y a litige, on ne peut pas révoquer ces marchés-là parce que justement on vous a mis dans l'impossibilité de toute révocation parce que c'est un marché d'assurance intégré que ces gens-là ont accepté. Donc ça met les dirigeants africains aujourd'hui dans cette position d'indignité que nous sommes en train aujourd'hui de décrier partout. Si vous prenez par exemple l'exemple de celui qui est devenu aujourd'hui les chantres, considérés à tort ou à raison comme les chantres de la lutte pour la libération monétaire de l'Afrique, c'est-à-dire en parlant de la monnaie du franc CFA, Idriss Déby. Que fait Idriss Déby? Idriss Déby ne réclame pas la fin du processus mis en place par rapport à la servitude monétaire des États africains. Idriss Déby demande l'augmentation de ce qu'est l'utilisation, la possibilité d'utiliser plus de 20% de ce qu'est l'argent du Tchad déposé dans le trésor français. Et quelle sera la conséquence? Si jamais demain, on accordait à Idriss Déby 25%, 35%, quelle est la raison d'abord qu'il a avancé lui-même Idriss Déby? C'est pour la construction des infrastructures. Vous savez, je vous renvoie au discours ô combien, je dirais, perspicace du président Mobutu en 1973 sur la tribune des Nations Unies. Il avait expliqué notamment toutes ces méthodes-là. C'est-à-dire, quand ils viendront maintenant construire ces infrastructures, on imposera à Idriss Déby de choisir des entreprises françaises, des techniciens français qui viendront. Et ces techniciens français devront être payés par le gouvernement tchadien, leurs vacances, leurs billets de leur famille par les gouvernements tchadiens. Ce qui fait que quoi? Nous revenons sur la même situation et on n'aura pas avancé. Voilà pourquoi nous disons que c'est un problème des dirigeants, comme vous l'aviez dit. Il faut qu'ils puissent avoir du courage. Et moi, j'aurais demandé aujourd'hui, parce que je suis le porte-parole de UDC, Unité, Dignité, Courage, le Yakankou, c'est-à-dire que les hommes et les femmes libres, nous portons cette voix. Et je demanderai aux présidents africains, dans leurs ensembles, sans exception, s'ils n'y arrivent pas, je demande 96 heures de leur fonction présidentielle dans toute l'Afrique. Je mettrai l'Afrique debout. Très bien. Je vous propose de regarder cette petite vidéo dans laquelle on assiste aux mobilisations un tout petit peu, en tout cas en Île-de-France.
Moi, Zoulou, nous venons de regarder une vidéo dans laquelle on vous voit scander des noms. Et puis derrière, il y a également la foule qui scande des noms. Est-ce que vous pouvez décrire de quoi il s'agit? Nous étions à Chamalières, comme je le disais il y a peu de temps. Nous étions à Chamalières où nous sommes allés, là où se trouve l'imprimerie de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc il a fallu pour nous aller vers le symbole. Parce que lorsque nous sommes dans une guerre, c'est une guerre parce qu'aujourd'hui il y a une volonté implacable de l'autre côté de maintenir notre peuple sous la domination, de maintenir notre peuple dans l'asservissement. Et le franc CFA en est une de servitude monétaire, une de servitude. C'est pourquoi nous sommes allés à Chamalières. Nous sommes allés à Chamalières parce qu'il était question pour nous de pouvoir dire à la jeunesse africaine, de pouvoir dire au peuple africain, 70 ans après, que le moment était venu aujourd'hui de briser les silences. Le moment était venu parce que nous voulons que cette question du franc CFA soit une victoire populaire, soit l'aboutissement d'une révolution qui aujourd'hui va permettre à l'homme africain et à la femme africaine, mais aussi, si vous me le permettez, à l'homme noir de partout et à la femme noire de partout dans le monde, de retrouver sa dignité qui a été mise à mal depuis des siècles. Nous sommes allés frapper devant cette porte parce que c'est aussi pour dire que devant la détermination de tout un peuple, devant la mobilisation déterminée de tout un peuple, il n'y a aucune porte qui résiste, ni la porte de la Banque de France, ni la porte, je dirais, de toutes ces maisons-là aujourd'hui qui veulent que l'Afrique soit subordonnée à l'Europe, ni même, je dirais, l'ensemble des mécanismes monétaires et financiers qui sont imposés aujourd'hui à l'Afrique et à l'ensemble des pays africains. C'était cette mobilisation-là qui, je pense, les générations futures, les générations à venir s'en souviendront. S'en souviendront parce que c'était une première. C'était une première ici sur ce que l'on considère les terres, entre guillemets, de ceux qui sont en train de nous opprimer et de nous oppresser. Alors, je pense qu'on vous a déjà dit que vous êtes peut-être utopiste. Vos détracteurs, comment ils vous décrivent comme un utopiste, comme des personnes qui sont plutôt dans leur monde finalement. Parce que quand vous vous mobilisez contre le franc CFA en France, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Il y a des écrivains, il y en a plein qui se sont dit panafricanistes. En quoi est-ce que vous vous différenciez de tous les autres? Parce que d'abord, chez nous, c'est l'action stratégique. Ce n'est pas si vous voulez, ça fait aujourd'hui, vous savez, nous sommes allés à la conférence de Durban sur le racisme. Nous sommes allés à plusieurs conférences, la conférence de Cancun au Mexico, les calendriers, si vous voulez, du 21e siècle, les priorités de l'Organisation des Nations Unies. Nada, ça n'a rien donné. Nous ne sommes pas dans une phase de frigorifier les mémoires, si vous voulez, de notre peuple. Nous ne sommes pas dans une phase aujourd'hui de bouffer les énergies qui sont censées s'exprimer. Parce que quand il y a une insulte pareille, je pense qu'il faut l'action. Et l'action, on ne fait l'action que lorsqu'il y a la réflexion. Notre action était la conséquence d'une réflexion profonde. Et les résultats, on l'a. Les résultats, on l'a, comme je vous disais, que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé et aujourd'hui, malheureusement pour moi que je suis devenu, si vous voulez, la cible prioritaire. Je vous rappelle qu'il y a un rapport du ministère de la Défense français. Le ministère de la Défense français avait fait du panafricanisme et du nationalisme africain en particulier comme l'ennemi numéro 1 des intérêts fondamentaux de l'Europe. Et aujourd'hui, lorsque j'ai été accusé, et aujourd'hui je suis en procédure d'expulsion du territoire français, c'est justement d'abord parce qu'on a qualifié notre mouvement un mouvement nationaliste africain, et de deux, parce qu'on a dit que j'ai touché les intérêts fondamentaux de la France. Et je m'étonne que les intérêts fondamentaux de la France soient liés à des crimes sordides, que les intérêts fondamentaux de la France soient aujourd'hui l'exploitation, et si vous voulez, la destruction fondamentale de toutes les structures économiques de nos États. C'est ça qui m'étonne, c'est la violation flagrante de la souveraineté de notre peuple. C'est ça les intérêts fondamentaux pour ceux qui m'ont accusé. Donc, ceci dit qu'il y a une différence peut-être dans cette approche, mais je salue simplement la conscience, si vous voulez, collective, qui aujourd'hui habite chaque Africain et chaque Africaine, et qui, si vous voulez, au-delà même de nos frontières, mobilise toutes les énergies, parce que nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à avoir perdu notre souveraineté monétaire. Nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui à avoir perdu, si vous voulez, la décision sur le taux d'échange et le taux d'intérêt. Je pense que ça touche la plupart des pays de l'ADN. Sans vouloir vous jeter la première pierre, est-ce que vous faites des troubles à l'ordre public quand vous manifestez dans vos revendications? Non. Non. Parce que nous sommes... Est-ce que vous utilisez de la violence? Non. Nous sommes un mouvement, si vous voulez, jusqu'à preuve du contraire pacifique. Toutes les actions que nous avions menées, ce sont des actions pacifiques, d'ailleurs autorisées par les autorités qui sont en face de nous, qui eux-mêmes nous ont accusés alors qu'ils ont autorisé ces manifestations. D'ailleurs, j'ai été étonné lorsqu'on soulève la marche du 8 mai, qui était une marche pour demander encore le départ de l'armée française de l'Afrique, parce que vous savez, pour nous, la question monétaire du franc CFA est une question politico-militaire, donc intrinsèquement liée. Il y a la décision politique et il y a la présence de l'armée française qui est les gardiens du temple monétaire,
qui aujourd'hui soumet l'ensemble des pays africains et des politiques africaines qui nous sont imposées. Donc, nous avions voulu nous lier les deux événements et à l'intérieur de notre manifeste, qui, comme je vous disais, il y a 13 points. Sur les 13 points, il y a ces 2 points-là. Le départ de l'armée française de l'Afrique, qui entraînera le départ de toutes les armées occidentales qui, pour nous, sont considérées comme des armées d'occupation, mais aussi la suppression de la zone franc, qui sera un début pour nous, parce que quand nous parlons de la sortie du franc CFA, ce n'est pas simplement le symbole monétaire qui nous intéresse, mais c'est tout l'ensemble des mécanismes financiers qui nous sont imposés et des mécanismes, si vous voulez, qui aujourd'hui sont en train de surendetter les pays africains vis-à-vis des pays européens. D'ailleurs, pour vous, l'opération Berkane, par exemple, au Mali, c'est une opération qui cache son nom. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous dire ce qu'a été notre position. Je me rappelle encore, nous étions dans un salon de l'armement où il y avait tous les chefs d'état-major terrestres réunis ici en France, où quand j'avais posé la question, c'était le malaise total. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, si vous voulez, d'abord de la France de faire une partition des faits de notre mère patrie, l'Afrique. Raison pour laquelle, vous verrez aujourd'hui, il y a des théories qui circulent. La première théorie, c'est ceux qui, aujourd'hui, énoncent la création d'une entité géographique qu'on appelle Maghreb. La deuxième théorie, c'est qu'on parle aujourd'hui de la question de... comment vous appelez ça de la... Arrimé ? Non, on parle de la question de la démographie africaine. Voilà, ça y est, la question de la démographie africaine qui aujourd'hui dérange. Pourquoi ces deux questions? C'est justement parce qu'il y a une volonté défendue autrefois par Nicolas Sarkozy et par tout président français qui arrive, c'est d'intégrer le Maghreb, l'Afrique du Nord, je précise, l'Afrique du Nord à l'Europe. C'est un grand marché qui permettra à l'Union européenne de faire face aux États-Unis d'Amérique, de faire face à l'Inde, de faire face à la Chine. Ce sont des rumeurs. Non, c'est un fait, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie de consommation et de production. Et il n'est possible que vous savez que le plus grand projet économique aujourd'hui qui a existé au monde, le plus grand projet économique qui a d'ailleurs enrichi l'Occident, c'est les razzias négrières. Parce qu'il n'y a pas d'autre projet par rapport à... Et les razzias négrières, c'est quoi? C'est que nos ancêtres ont travaillé aujourd'hui sans pour autant être payés en retour. Si aujourd'hui, nous les Africains, nous demandons la fiche de paie de nos ancêtres qui ont travaillé depuis 1400, l'économie française sera à plat, vous le savez. C'est la raison pour laquelle ils refusent les réparations, d'ailleurs, qui figurent aussi parmi le point de notre manifeste. Alors, revenons à Sékou Touré. Vous avez dit, si on vous donne 3 jours, vous redressez la situation des pays qui utilisent le franc CFA, la monnaie le franc CFA. Sékou Touré, quand il dit non au général de Gaulle, à chaque fois on le dit dans toutes les émissions, quand vous voyez le cas de la Guinée aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est encourageant? Est-ce que les autres pays africains autour ont envie de sortir du franc CFA? La question de la Guinée, c'est une question de préférence. Le président Sékou Touré l'avait résumé. L'un des porte-parole le plus éminent de notre peuple avait dit « Nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans l'opulence ». C'est-à-dire c'est une préférence. Est-ce que les Africains aujourd'hui connaissent la valeur inestimable de la dignité? Nous pouvons avoir des millions aujourd'hui dans nos caisses. Nous pouvons être ce que nous voulons, mais la dignité. Alors il faut voir la décision du président Ahmed Sékou Touré sur ces points, c'est la dignité. C'était une question de dignité. Et n'oubliez pas, comme l'Haïti, que la Guinée a été sauvagement combattue. Vous savez qu'entre 1915 et 1920, les marines américains ont envahi l'Haïti pour détruire systématiquement ces pays. Les gens n'en parlaient pas. Et aujourd'hui, les gens font la conclusion directe de dire que regardez l'état de l'Haïti. Les gens ne parlent pas, ne disent pas qu'au lendemain de la décision du président Ahmed Sékou Touré, les Français ont mis à plat la Guinée, sur tous les plans. Les Français ont décidé au lendemain de créer jusqu'à la fausse monnaie, les faux francs guinéens, pour saboter l'économie du président Ahmed Sékou Touré. Il a résisté pendant au moins 27 années, pendant 25 ans, pour pouvoir conserver ce qui est de plus cher aujourd'hui de notre peuple. C'est la dignité, c'est une question de dignité. Et pour s'y faire, je pense que tous les présidents africains devaient suivre cette logique, parce que ça détruit fondamentalement la question de la deuxième monnaie du franc CFA qui a créé cette communauté, ces deux communautés dont je vous parlais. D'ailleurs, c'est une occasion pour moi de saluer le président tanzanien, John Magufuli, qui a été le premier aujourd'hui à lancer ce processus qui consiste aujourd'hui à ne plus fêter les fêtes des indépendances africaines. Parce que c'est là que commencera la libération véritable et effective de notre mère patrie, l'Afrique. Et c'est ça qui pose la question des dirigeants. C'est la raison pour laquelle, quand j'appelais les accusés à Chamalières, quand vous posez la question tout à l'heure, le peuple scandait, parce qu'on veut ces gens-là, ces dirigeants-là qui viennent s'exprimer, qui viennent aujourd'hui paraître devant la conscience
qui est nôtre. Parce que les manuels historiques sont en train d'être falsifiés. Mais notre mémoire ne sera jamais falsifiée. Et c'est là que nous détenons cette dignité. C'est une question de dignité. Nous en sortirons. L'État de la Guinée, pour moi, c'est un pays aujourd'hui qui n'a rien à envier aux autres pays africains. Quel est le pays africain qui aujourd'hui dira que je suis mieux avancé que la Guinée? Parce que ce sont des pays, dans la majorité des cas, ces qu'on voit n'appartiennent pas aux Africains. Les immeubles qu'on voit ne nous appartiennent pas. Les autoroutes qu'on voit ne nous appartiennent pas. Si vous voulez, les banques qu'on voit, même si ça porte le nom X ou Y de tel pays. Si vous voulez aussi, les compagnies d'aviation ne nous appartiennent pas. C'est l'indignité totale. Est-ce que voulez-vous vraiment que l'on vive dans l'indignité? Bien sûr, mais pour vous contredire, l'Éthiopie n'utilise pas le franc CFA, mais est-ce que les immeubles, est-ce que les infrastructures leur appartiennent? L'Éthiopie est un pays qui est dans une lancée, si vous voulez, de la Renaissance. Vous n'êtes pas sans oublier que l'Éthiopie, comment est-ce que ces pays a été combattu sur tous les plans, avec des essais d'ailleurs nucléaires qui aujourd'hui a détruit les sols de ces pays. Mais ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas aujourd'hui. Vous avez pu suivre depuis un moment donné, depuis les années 90 ou 2000 jusqu'à ces jours, l'avancée ou, si vous voulez, l'expansion de l'économie éthiopienne. On verra que ce sont la plupart des capitaux étrangers qui sont venus investir en Éthiopie. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de pouvoir... Mais il y a dans la différence près les cas de l'Éthiopie. Pourquoi? Parce que vous savez que l'Éthiopie est les bastions de la résistance de notre dignité, les bastions de la résistance étatique, parce que c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé. Donc il est tout à fait normal et logique que l'Éthiopie soit le plus avancée sur ces points, parce que l'Éthiopie n'a pas été brisée identitairement, et la dignité, si aujourd'hui l'Union africaine, que nous ne soutenons pas d'ailleurs, parce que nous, nos bases, c'était plus l'organisation de l'unité africaine. Mais si l'Union africaine a choisi aujourd'hui d'être hébergée en Éthiopie, c'est justement cette fleur de la dignité qui autrefois a caractérisé le président Sékou Touré, qui a légitimé, si vous voulez, ses choix, parce que c'est le seul pays, comme je disais, notre bastion de la résistance étatique, qui n'a pas été soumis sur l'ordre colonial venu de l'Europe. Alors, vous avez parlé de la Tanzanie. Parlons de la Tanzanie qui a sa monnaie. Est-ce que vous trouvez que c'est un exemple à suivre? C'est un exemple parce que l'autre fois, je disais l'exemple de la Zambie. Lorsque la Zambie avait décidé sous la présidence de celui que je salue, le président Kenneth Kaunda, lorsque nous avions décidé de quitter le livre sterling pour aller vers le Kwacha, tous les économistes et tous les spécialistes de la question disaient que ça serait l'effondrement total. Mais la Zambie en est sortie et la Zambie ne s'est pas effondrée. Et aujourd'hui, les pays comme la Tanzanie et tous ces pays sont en train de suivre la voie. Cette voie-là, vous savez, quand vous regardez aujourd'hui les pays qui sont sous l'emprise francophone, c'est une négation véritable de notre identité. Une négation. Aujourd'hui, ici, au nom de ma liberté d'expression, la France veut diviser ma famille, veut aujourd'hui m'expulser au nom de ma liberté d'expression. C'est-à-dire que moi, qui dans l'histoire de mes ancêtres, je me rappelle encore de ce qu'a été 1400, les années, si vous voulez, les siècles passés. Nous avions vécu ces mêmes cas avec les razzias négrières. J'ai retrouvé aujourd'hui les cordons ombilicaux de ma famille déportés vers la République dominicaine, où j'ai été vers l'Haïti, ou vers la Martinique ou la Guadeloupe. Ça suscite en moi cette même détermination qu'avaient mes ancêtres pour combattre acharnement la France, parce que, au nom de ma liberté d'expression, ils veulent nous briser dans ce sens. Et je disais que tous ces pays qui sont aujourd'hui sous la coupole de la France souffrent énormément de cette reconnaissance vis-à-vis de notre adversaire qui est des côtés de notre dignité. Alors je pense que ces pays-là sont sur la bonne voie et nous allons soutenir tous ces efforts pour que l'Afrique retrouve sa dignité la plus absolue. Très bien. Je propose que l'on regarde une intervention de quelqu'un qui est comme vous aussi, qui depuis quelques années déjà s'est engagé à ce que l'Afrique sorte du franc CFA, en tout cas la zone franc. Je vous propose de regarder. C'est-à-dire qu'au début des années 80, avec l'irruption du Fonds monétaire et de la Banque mondiale dans la gestion macroéconomique des États africains, on a eu finalement ce qu'on appelait le consensus de Washington. C'est-à-dire que vous soyez anglophone, lusophone ou francophone, il y a ce nouveau paradigme de désinflation compétitive qui emporte l'adhésion. Et ce qui fait que dans les années 80, vous n'avez pas eu fondamentalement de débat sur la monnaie. Et ce qui s'est passé pour les pays francophones, c'est que comme les fondamentaux macroéconomiques restaient toujours mal orientés, on a décidé de faire ce qu'on appelait l'ajustement réel à partir de 1986. Et cet ajustement réel a été très douloureux, c'est les baisses de salaire, la compression de la fonction publique, les processus de libéralisation et de privatisation. Mais nos balances de paiement restaient toujours déficitaires, notamment les balances commerciales. Et c'est ce qui va conduire, au début des années 90, les économistes du FMI et de la Banque mondiale à dire
il faut un ajustement monétaire. L'ajustement réel ne suffit pas. D'où la préparation de la dévaluation du CFA de 1994. Et l'élément déclencheur de cette dévaluation, c'est un élément qu'on appelle le taux de couverture de l'émission monétaire. Okay. Bon, comme vous le savez, nous déposons nos réserves de change auprès du Trésor français. La règle qu'impose le Trésor, qui est l'assureur, est la suivante. Si vous émettez 1 franc CFA, vous devez avoir 20 centimes de CFA sous forme de devise auprès du Trésor. Okay. Ça veut dire que vous couvrez l'émission monétaire à 20%. Okay. Donc, c'est vraiment un principe d'assurance. Si vous mettez 20, vous avez 100. Okay. Les cas limites qu'on connaît dans le monde, c'est ce qu'on appelle les régimes de caisse d'émission ou de currency board, comme entre Hong Kong et les États-Unis, ou comme entre l'Argentine et les États-Unis. C'est-à-dire, si vous mettez 100, vous devez avoir 100 en contrepartie. C'est-à-dire, vous vous auto-assurez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un Français vient à Lomé, il utilise des euros, il vient, il dépose ses euros à la Banque centrale, on lui donne du CFA. Il fait ses transactions en CFA, un touriste, et à un moment donné, il veut rentrer en France. Il faut qu'on puisse lui donner des euros à concurrence des CFA qu'il détient. C'est ça la couverture de l'émission monétaire. Il ne faut pas que quand quelqu'un quitte la zone, qu'on soit dans l'incapacité de lui donner les devises qu'il avait en venant. C'est pour ça qu'il faut couvrir l'émission monétaire de toute façon. Okay. Donc, s'il n'y avait pas le Trésor français, si nous, on devait couvrir nous-mêmes l'émission monétaire, ça voudrait dire qu'on le couvrirait à 100%. En fait, c'est ce que ça veut dire, le principe de couverture de l'émission monétaire. Donc, en soi, ça ne me paraît pas être quelque chose de critiquable. Le fait qu'un assureur décide de vous aider à gérer la monnaie. Là où ça devient problématique, c'est quand vous observez que jusqu'à il y a 2-3 ans, nous étions à 110% de couverture de l'émission monétaire. Là, ça devient problématique parce qu'on se dit rationnellement, pourquoi je couvre à 110% alors que j'ai un assureur qui ne me demande de couvrir qu'à 20%? Pourquoi? Parce que ça ne paraît pas tomber sous le sens. Vous voyez? D'où les débats qu'on a eus dans les années 2000. Moi, j'ai travaillé encore à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour dire au gouverneur de l'époque, Charles Konan-Banny, pourquoi, alors que le Trésor nous garantit la convertibilité entre le CFA et l'euro, si nous couvrons à 20%, nous nous sentons obligés de couvrir à 110%. Dans cette vidéo, nous venons de voir un extrait de Kako Nubuko, donc qui est un ancien ministre de la prospective au Togo, qui décrit, qui dénonce le franc CFA. Retour sur ce plateau avec un autre invité, Lucien Kemkeng. Je rappelle que vous êtes président du Cercle de la Diversité. Vous êtes également le soutien de Ramayad, qui est candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes en ce moment même en promo parce que votre livre 2017-2022, il est urgent d'agir, vient d'être publié. Un livre dans lequel vous consacrez un certain nombre de pages sur la relation entre la France et l'Afrique et vous parlez du franc CFA. Vous avez un peu écouté ce que Moizoulou a dit tout à l'heure. Pour vous, est-ce qu'il est important de changer les règles en matière de franc CFA? Il faut sortir du franc CFA? Je ne serai pas aussi brutal que vous le dites. Est-ce qu'il faut sortir du franc CFA? Je dirais, idéalement, il vaut mieux que chaque pays ait sa propre monnaie. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Le fait de battre sa propre monnaie n'implique pas de facto une indépendance monétaire. La question de la monnaie est beaucoup plus complexe que les différentes incantations que je peux entendre par-ci, par-là. Je suis d'accord qu'il vaut mieux avoir sa propre monnaie, mais il faut qu'elle soit une vraie monnaie. Il ne faudrait pas que ce soit une monnaie de singe. Alors, c'est quoi une monnaie de singe? Une monnaie de... Vous avez un exemple de pays qui utilise une monnaie de singe? Attendez, si on reste en Afrique, il y a un certain nombre de pays, le Ghana,
la Zambie, l'Angola, la Mauritanie, un certain nombre de pays dont la monnaie a perdu près de 50% de la valeur. Parce qu'une monnaie, si une monnaie servait uniquement aux transactions au sein d'un pays, ça ne poserait pas de problème. Mais la monnaie sert de transaction avec l'extérieur. La monnaie doit avoir un certain poids vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des monnaies telles que le dollar, le yen, l'euro. Je veux bien que le Ghana, le Zimbabwe, le Cameroun, le Tchad, que chacun ait sa propre monnaie, mais il va falloir faire face aux grandes monnaies sur le plan international parce que ces monnaies sont utilisées dans les transactions internationales. Donc, bon, j'entends... Est-ce que vous entendez ce premier argument? Est-ce que pour vous, il est important? On est passé, il faut quand même rappeler que la grogne sur le franc CFA, ça fait un petit moment. Ce n'est pas la première fois qu'on dénonce la sortie du franc CFA, que le franc CFA fait débat. Est-ce qu'il doit disparaître? On n'en est plus au sujet tabou. On est passé du tabou au débat, même auprès des institutions. Est-ce que pour vous, c'est important qu'on reste au franc CFA? Vous entendez cet argument parce qu'il faut faire face à d'autres monnaies extérieures. Ce qui est d'abord intéressant dans cet argument, c'est qu'il finit le développement de son argumentaire par la monnaie des singes. C'est ce qui m'intéresse d'abord. Donc je pense que c'est le franc CFA qui est une monnaie des singes. Une monnaie des singes parce qu'on prive à l'Afrique la possibilité d'avoir la souveraineté de décider de ses orientations financières ou, si vous voulez, le choix de ce que sera la monnaie. Deuxièmement, ce n'est pas une question idéologique. Ce n'est pas une question de dire idéalement chaque pays doit avoir sa monnaie. Non. C'est une question de souveraineté. Et nul n'a le droit de décider à la place de l'Afrique et des Africains de quelle monnaie les Africains doivent-ils disposer. Trois, cette monnaie sert à l'échange face au yen. C'est les chansons qu'on nous a chantées tout le temps. Cette monnaie, c'est si vous ne serez pas capable. C'est toujours cette logique paternaliste de l'Occident qui veut dire que l'enfant africain ne sera-t-il pas dans l'abîme. L'enfant africain ne sera pas capable d'aller dans tel sens, ne sera pas capable de prendre en charge son indépendance monétaire et financière. Je disais tout à l'heure ici que nous avons, lié la question du franc CFA, de la sortie et de la suppression de la zone franc avec des questions de souveraineté. Parce que pourquoi? Nous voulons mettre sur cette dynamique et cette logique les questions qui sont les questions des mécanismes financiers et monétaires imposés à l'Afrique, notamment par les deux institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui sont des institutions, comme on le disait tout à l'heure, monsieur a oublié de faire l'étalage des choses en oubliant que le FMI et la Banque mondiale qui détiennent déjà la source de la première monnaie du franc CFA, dont la valeur a été indexée à l'or par rapport au FMI, et dont la dette aujourd'hui accumulée des pays africains, c'était le génie du général de Gaulle qui a créé une monnaie, si j'ose dire, sculpturale, avec des chiffres disant que j'ai autant alors qu'il ne l'avait pas, et c'est l'Afrique qui supporte cette monnaie. C'est un problème qui n'a pas soulevé, s'il vous plaît, en nous expliquant les destructions fondamentales, c'est que j'allais dire des politiques d'ajustement et de réajustement structurel qui ont totalement dilapidé les économies africaines. On ne fait pas allusion à ça. On fait allusion quand on entend dire qu'il y a eu une dévaluation des monnaies africaines. Mais pourquoi? Prenons les cas de la Zambie. Prenons le cas de la Zambie. N'est-ce pas cette volonté de la France qui n'a pas supporté le fait que la Zambie a voulu faire un audit véritable et de séquer la production de ses matières premières, la production de ses richesses et de ses diamants? Cette charge a été confiée à une entreprise, je pense, du monde scandinave. De ces côtés-là, Madame Eva Joly connaît bien ces dossiers. C'est la France qui s'est opposée farouchement sur cette logique qui consistait, et c'est là qu'a commencé, si vous voulez, cette chute que monsieur est en train d'évoquer. Donc quand on veut parler de questions, il faut changer par rapport au yen. Je vous assure, et je vous l'ai dit, au lendemain de la sortie de l'Afrique, de la zone franc. Pour nous, c'est une étape. D'ailleurs, il y a 13 points, comme je l'ai dit dans notre manifeste. C'est une étape. Mais cette étape-là, c'est pour rendre justice à ces peuples-là qui a été, jusqu'à preuve du contraire, a subi une injustice des politiques qui lui sont imposées, de choix qui lui ont été refusés et privés. Très bien. Monsieur, je ne suis pas dans un discours politique. Je suis politique, mais je ne suis pas dans un discours politique. Parce que par ailleurs, sur le plan privé, je travaille dans le monde bancaire. Ce que je vous dis, c'est qu'idéalement, il vaut mieux que chacun ait sa propre monnaie. Le discours sur la souveraineté monétaire n'est pas spécifique à l'Afrique. C'est le même discours qu'on entend en France avec
les souverainistes. Donc ne me dites pas que c'est une question mais est-ce que vous ne croyez africaine. pas, pardon Lucien, mais est-ce que vous ne croyez pas que la décision politique peut permettre ou non de sortir du franc CFA? Non, mais la décision, bien sûr, sera politique, mais elle tiendra compte des éléments concrets. Elle tiendra compte du contexte politique, elle tiendra compte du contexte économique, parce que une monnaie doit représenter le contexte économique d'un État. Ce n'est pas en faisant des discours incantatoires qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Une sortie de la zone CFA? Je dirais, je suis d'accord avec vous. Mais vous le faites quand? Comment? Et ça se passe concrètement. Chaque État aura sa propre monnaie. Tous les États de la zone CFA auront une seule monnaie. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur un certain nombre de choses. Vous voyez, si vous suivez un peu le fonctionnement de l'euro, vous voyez que ça pose pas mal de problèmes. Je ne dis pas, et mettons-nous d'accord là-dessus, sortir ou pas de la... Idéalement, j'ai dit, bon, même si vous n'avez pas apprécié ce terme, il vaut mieux que les Africains aient leur propre monnaie. Mais je dis tout simplement qu'il vaut mieux que certaines conditions soient d'abord réunies avant que les Africains aient leur propre monnaie. Un exemple me vient à l'esprit. La Côte d'Ivoire, un très grand pays, a été en guerre pendant 10 ans. Est-ce que vous imaginez la valeur de la monnaie avec une économie aussi forte en guerre pendant plusieurs années? Non, mais sortons des discours néocolonialisme, sortons des discours, soyons concrets, regardez comment fonctionne une monnaie, parce que c'est... Parfois, quand j'entends, mais je me dis, mais est-ce qu'ils savent ce que c'est qu'une monnaie? Est-ce qu'ils savent le mécanisme de fonctionnement d'une monnaie? Est-ce qu'ils savent ce que coûte la stabilité ou l'instabilité d'une monnaie? Alors, on va le laisser répondre, rentrons dans ces... J'ai l'impression d'entendre... Rentrons dans ces choses concrètes. Ne dites pas... J'ai l'impression Je suis d'accord avec vous, il faut sortir du franc CFA. J'ai l'impression d'entendre ce qu'il nous disait à la veille des indépendances africaines. Vous savez c'est quoi les indépendances? Serez-vous capable de gérer votre pays? Vous savez qu'un pays, ce n'est pas simplement le drapeau. Vous savez qu'il faut la sécurité. Vous savez. Toutes ces raisons-là, ça n'en est rien. Devant l'indignité, il n'y a plus de négociations à discuter. Les francs CFA, et si vous voulez, est un symbole de la servitude. Et nous allons briser la servitude. Ça, c'est la première logique. De deux, si vous parlez de comment fonctionne une monnaie, le franc CFA n'est pas une monnaie en soi dans laquelle nous... les mécanismes dans lesquels on nous a placés. En soi, le franc CFA n'est pas une monnaie. Le franc CFA, si vous voulez, c'est un symbole qui permet à la France de continuer son rayonnement culturel et, si vous voulez, économique et financier sur l'échiquier économique de l'Afrique. Cela n'en est rien. Pourquoi à la France, alors que le franc CFA est arrimé à l'euro? Alors, vous ignorez que le franc CFA... Le franc CFA est arrimé à l'euro. Pourquoi la France? Parce que la France est le parrain, si vous voulez, de cette monnaie, de la première, de la deuxième, si vous voulez, et la troisième monnaie, quand on passe au niveau de l'euro, je pense que vous étiez en train tout à l'heure d'évoquer la question de... Ce n'est pas une question spécifique à l'Afrique, j'en parlais tout à l'heure, je disais que c'est une question, tous les pays, la plupart des pays de la Terre ont perdu ce qu'on avait appelé la décision sur les taux d'intérêt, ont perdu leur décision, donc disons de manière générale la souveraineté qui est leur monétaire. Non, parce qu'il y a quoi? Il y a sur les marchés, monsieur. Non, il y a une privatisation. Nous sommes dans un système mondialisé, dans un système de marché. La valeur d'une monnaie se définit par le marché. Non, c'est la valeur d'une monnaie, des monnaies actuelles. Se définissent par rapport au marché parce que ces marchés-là, d'ailleurs, ont voulu saper les souverainetés des États. C'est la raison pour laquelle le marché a pris l'ascendant sur la souveraineté d'un État. D'ailleurs, je pense que vers les années 60, vers les années 50, avant que la plupart des pays, même européens, perdent les taux d'échange, perdent la fixation de ce qu'est les taux d'intérêt.
c'était décidé par des États. Il a fallu, je parle notamment du cas de l'Afrique, il a fallu vers les années 70 et les années 80, lorsque le diable de FMI et de la Banque mondiale, excusez-moi les termes parce que ce sont des diables économiques, qui sont arrivés avec leur sauce toute faite en Afrique. Les mécanismes que vous vivez aujourd'hui, que nous sommes en train de vivre ici en Europe, c'est qu'on appelle l'austérité, c'est-à-dire la privatisation à outrance, c'est-à-dire la suppression de manière vertigineuse du nombre des fonctionnaires, c'est-à-dire la privatisation des domaines de la santé et consorts. Ces politiques-là, lorsqu'ils sont arrivés à l'Afrique par le biais du FMI avec les politiques d'ajustement, des réajustements structurels, nous ont fait perdre cette souveraineté monétaire. Et la question qui se pose avec le franc CFA, ce n'est même pas une question qui demande une discussion. Nous avions atteint la maturité politique, économique et financière nécessaire pour aujourd'hui tracer la voie de notre mère patrie, l'Afrique, et la liberté véritable du peuple africain. Juste une question. Pourquoi les États africains ne sortent pas de la zone CFA? Il y a deux problèmes. Parce que historiquement, tous les États qui sont dans la zone CFA aujourd'hui ne l'étaient pas. Il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont sortis. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on peut dire la France, pourquoi tel pays ne décide pas unilatéralement de sortir de la zone CFA? Il y a deux problèmes. Je le disais que la question du franc CFA est une question pour nous politico-militaire. Le premier problème, c'est la faillite, ou si vous voulez, la faiblesse des dirigeants actuels africains. Tout à l'heure, je disais, je demande l'Afrique pour 96 heures, pour élever notre mère patrie, l'Afrique, parce que je sais prendre ces décisions-là, là où Idriss Déby n'est pas capable, là où Alassane Dramane Ouattara n'est pas capable, là où Macky Sall n'est pas capable, là où, comment il s'appelle celui du Cameroun, Paul Biya n'est pas capable. C'est-à-dire, c'est là que je disais une affaire politique. De deux, il y a une affaire, je disais, militaire. À chaque fois qu'un des dirigeants africains dignes de ces noms a décidé de sortir l'Afrique de cette servitude monétaire. J'ai le cas du président Sylvanus Olympio, si vous l'avez oublié. J'ai le cas du président Modibo Keïta. J'ai le cas aujourd'hui du président Laurent Gbagbo, qui, à 10 jours près, était prêt de sortir la Côte d'Ivoire, retenant que la Côte d'Ivoire détient la masse monétaire la plus importante du franc CFA, était prêt de sortir. Les bombes ont pleuviné dans sa résidence pour l'empêcher d'aller dans ce sens. Voilà les raisons qui aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous, dans notre mouvement, nous avions voulu passer dans cette étape de la révolution. Amener une révolution monétaire qui nous permettra non seulement de récupérer la décision politique, mais d'affaiblir considérablement la présence de l'armée française en Afrique, avec la conséquence directe qui sera la fermeture des bases militaires permanentes en Afrique. Cette décision mettra en difficulté l'État français, qui, j'imagine, n'aura plus le pouvoir qu'il a aujourd'hui, de pouvoir nous empêcher d'accéder à cette souveraineté véritable, qui aujourd'hui est un droit inaliénable à chaque peuple. Très bien. Vous répondez, puis on avance dans le débat. Je suis désolé, mais on est dans un discours incantatoire. On n'est pas dans un discours pragmatique d'une monnaie. Comment on gère une monnaie? Ce que représente une monnaie? Donc vous voulez dire que tous les économistes africains ne savent pas comment on gère une monnaie? Qu'est-ce que ça représente? Mais quand vous dites que nous sommes dans des discours... je parle de votre discours. Mon discours va dans le sens d'abord historique, dans un sens, si vous voulez, parce que les questions que vous évoquez... Et en plus, vos références datent de 50 ans, de 60 ans. Laurent Gbagbo date de 50 ans. Oui, bon. Laurent Gbagbo date de 50 ans pour vous. Vous voulez faire un débat sur Laurent Gbagbo? Non, je vous dis Laurent Gbagbo date de 50 ans parce que je vous ai donné un exemple par rapport à votre question. D'ailleurs, vous avez remplacé la journaliste qui devait me poser des questions. Vous avez posé énormément de questions. Mais j'ai eu la gentillesse de vous répondre à vos questions. J'ai répondu à votre question pour vous dire, parce que vous aviez demandé une question qui était simple et claire. Pourquoi les dirigeants africains ne sortent-ils pas Alors, je vous ai répondu sur ces points. Alors, si vous voulez... Donc, en fait, votre révolution est plutôt politique que monétaire. C'est l'ensemble. La question du franc CFA. Regardez, il y a un argument aujourd'hui qu'utilisent tous ceux qui malencontreusement positionnés veulent défendre le franc CFA. Cet argument, c'est quoi? Ils disent, je pense que vous l'aviez surfé là, regardez la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. Ça ne vous est pas dérangé de citer la Côte d'Ivoire quand il s'agit de défendre le camp de Ouattara, mais ça vous dérange quand on parle de Gbagbo parce que vous dites 50 ans après. J'en arrive. Parce que vous parlez d'une économie forte. C'est le même discours que vous parlez d'une économie forte. Je tiens le même discours vis-à-vis du Front National qui demande qu'on revienne au franc. J'en arrive. Donc, pour moi, le discours est le même. Alors, finissez, Ouazzoulou, s'il vous plaît. J'en arrive, parce que vous aviez même essayé de couper les fils de ma réflexion. Concernant la Côte d'Ivoire. J'ai parlé par rapport à la Côte d'Ivoire. Vous parlez d'une économie forte. Je disais que vous avez surfé sur cet argument. C'est quoi cet argument? C'est qu'on parle de la stabilité monétaire du franc CFA, la garantie de stabilité. Que malgré en période de crise, la Côte d'Ivoire a gardé
C'est-à-dire quoi? En réalité, si je les traduis clairement dans des langages clairs économiques, c'est-à-dire c'est la déconnexion de la question monétaire du franc CFA aux questions politiques. Alors voici les leurs. Lorsqu'il a fallu dévaluer le franc CFA, en 94, d'abord 90 oui. Et ensuite en 94, c'était une décision politique de celui que je considère aujourd'hui comme l'apprenti chirurgien économique, à savoir le président François Mitterrand. Et celui qui était à ses côtés en 1994, Édouard Balladur, qui ont court-circuité cette volonté. C'est une décision politique qui a dévalué le franc CFA. Donc, si vous voulez, cette question du franc CFA est une question à la fois, je disais, politique, militaire, et qui va en découler à cette indépendance économique et financière. Nous n'incluons pas simplement la France. Nous avions parlé de mécanismes du FMI et de la Banque mondiale, les deux institutions de Bretton Woods, qui, depuis 1945, date de la création de cette monnaie. L'une des institutions, la Banque mondiale, a endetté vertigineusement l'Afrique, et l'autre, le FMI, a mis en place une politique d'indexer le franc CFA sur l'or, ce qui a occasionné quoi? L'exploitation par excellence de nos richesses, de nos matières premières. Si aujourd'hui on parle de 80% de notre argent qui réside dans le trésor français, c'est simplement la conséquence des décisions qui ont été prises depuis la signature des accords de 1960 et de 1945 qui obligeaient les pays africains nouvellement indépendants de laisser l'exploitation de leurs matières premières et de leurs richesses, dont les 80% sont versés aux métropoles et les 20% gardés par des pays sources de production. Votre réponse, et puis on continue. J'aimerais bien qu'on aborde effectivement la grogne auprès de la BCEAO. Votre réponse? J'avoue que je suis un peu perplexe parce que je m'attendais à ce qu'on échange sur le fond, mais on est dans les incantations politiques. On est sur le fond, mais sauf que votre fond n'a pas d'argument. Votre fond, c'est de dire comment fonctionne le franc CFA. Vous pensez que nous ne savons pas comment fonctionne une monnaie? On a cité le cas de la Tanzanie tout à l'heure, on a cité le cas de la Zambie, qui sont des exemples, des pays qui ont leur propre monnaie. Donc il y a aussi des exemples qui sont cités pour abonder dans le sens. Est-ce que vous avez cité le cas du Zimbabwe qui est en train d'adopter la devise chinoise? Monsieur, je vais vous dire une chose. Oui. Ça relève de la magie aujourd'hui défendre le franc CFA. Il n'y a aucun Je ne défends pas. Je vais vous expliquer une chose. Il n'y a aucun économiste sérieux ou aucun comptable, si vous voulez, aucun financier qui peut le défendre. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Pourquoi vous prenez l'exemple du Zimbabwe? Non, mais je dis tout simplement que j'ai dit ce serait parfait de sortir. Mais vous le faites comment? Vous faites une révolution au niveau de toute l'Afrique? Vous le faites État par État, ce sont les questions que vous voulez comprendre notre stratégie, comment on avance pour sortir du franc CFA. S'il vous plaît, on va l'aborder en dernière partie d'émission. Mais avant, je vous propose de regarder la suite de l'interrogatoire, si on peut l'appeler ainsi, de Nathalie Arthaud, qui est candidate à l'élection présidentielle en France, et elle qui a une idée claire sur la sortie du franc CFA. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a bien des dictateurs africains qui ont leur monnaie nationale, indépendante soi-disant, et qui en réalité en font ce qu'ils veulent, et qui de toute façon est une monnaie de dominer. Parce que avoir sa propre monnaie ne supprime pas les liens de dépendance. Ça ne supprime pas, en fait, cette loi du grand capital, cette loi du dollar, cette loi de l'euro. Donc, je sais bien qu'il y a cette idée, oui, mais quand même, on pourra peut-être plus jouer dessus, d'évaluer, réévaluer en fonction d'eux. Je sais aussi, d'ailleurs, que la dévaluation de 94 de Balladur a été un enfer. Parce que ça a été une multiplication des prix par deux, les médicaments, les denrées alimentaires, ça a été très très dur. Nos camarades nous en ont beaucoup parlé et je le dénonce, mais attention, une telle dévaluation peut très bien être une décision prise par un gouvernement du Sénégal ou de Côte d'Ivoire avec une monnaie indépendante. Parce que la réalité, c'est que c'est pas seulement une monnaie indépendante qui le problème. Le problème, c'est de savoir qui décide de cette politique, pour quels intérêts, au nom de quels... au nom de quels intérêts. Et là, il y aura effectivement les intérêts d'une bourgeoisie peut-être africaine qui sera bien défendue, d'accord, mais pour que les travailleurs, pour que les exploités fassent valoir leurs intérêts, il faudra qu'ils se battent d'abord en affrontant justement l'exploitation, les capitalistes, et donc c'est bien au-delà, effectivement, de cette seule revendication contre le franc CFA. Lucien Moizoulou, vous venez de regarder comme moi la vidéo de Nathalie Arthaud. Finalement, Lucien, elle nuance ses propos concernant le franc CFA. Oui, je trouve que, curieusement, c'est intéressant ce qu'elle dit.
C'est vrai qu'elle est sur une posture anticapitaliste. Bon, c'est pas mon truc. Moi, le capitalisme est là, il faut faire avec. Comment on fait? Par contre, elle le dit clairement. C'est pas parce qu'on a sa propre monnaie qu'on a la maîtrise de tout. Elle semble comprendre un peu les mécanismes monétaires. Et ça, j'ai trouvé intéressant, malgré sa posture anticapitaliste. Moi, Zulu. Je pense que je l'ai dit déjà ici, nous avions aligné notre lutte sur plusieurs points, notamment la question de la suppression des zones francs. Et nous savons bel et bien que quand nous sortirons du franc CFA, c'est un symbole de servitude, il faut le briser déjà. Et de deux, quand on en sortira, ce sont les mécanismes imposés, les mécanismes financiers et monétaires qui sont imposés, notamment quand il évoquait la question d'autres pays africains qui ont leur propre monnaie en parlant des dictateurs. Déjà, je ne pense pas qu'en Afrique, il y a des dictateurs parce qu'il n'y a aucun président qui a la capacité de décider, à lui seul de prendre des décisions et des orientations. Ce sont tous, si on veut, de préfets qui sont à l'obéissance. C'est de la caricature, cher ami. C'est une réalité de fait. Donc, c'est une réalité de fait. Et je disais que je pense que je ne soutiens pas ces nous sommes en train de mettre un mécanisme, c'est-à-dire c'est l'ensemble de mécanismes que nous sommes en train de combattre, notamment quand il évoquait la question de ces pays qui ont leur monnaie. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Le Nigeria est toujours subordonné avec des banques britanniques. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo dépend de banques belges, je cite, du commerce, quand il s'agit de la fabrication de sa propre monnaie. Donc on voit toujours le même mécanisme comme du Ghana qui existe, et c'est pourquoi quand nous parlons de la suppression de la zone franc, nous mettons en avant cette question sur des questions de souveraineté. Et cette question de souveraineté politique, financière et monétaire nous permettra à nous d'être maîtres de nos orientations. Vous imaginez que le FMI et la Banque mondiale sont venus décider de ce que seront les orientations et surtout, plus grave, les priorités économiques de nos États. Et ça, c'est un problème. Très bien. J'aimerais qu'on avance un tout petit peu dans le débat. Est-ce que vous savez, tous les deux, ce que pensent les chefs d'État au pouvoir africain du franc CFA, de la sortie du franc CFA, Lucien? Est-ce que vous avez eu quelques informations? Je n'ai pas de contact personnel avec ces chefs d'État, mais je pense... Mais vous lisez les journaux, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Je pense que ces chefs d'État savent qu'ils peuvent, du jour au lendemain, sortir de la zone CFA. C'est déjà arrivé, il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont sortis. Je suppose que s'ils décident pour l'instant d'y rester, c'est parce qu'ils pensent que c'est intéressant pour eux. J'irai même plus loin. Tout à l'heure, vous avez dit les États africains déposent 80% de leurs réserves sur les comptes du Trésor français. Savez-vous qu'ils ne sont pas obligés de déposer 80%? Ils vont au-delà de ce qu'on de ce qui est demandé. Donc, pour répondre clairement à votre question, et ça, je le dis dans mon ouvrage, tous ces chefs d'État savent qu'ils peuvent, sous simple décision, se retirer de la zone. Donc, je suppose que s'ils ne se retirent pas, c'est que ça les arrange. Alors, j'aimerais qu'on aille plus loin. La question, je vous la pose à vous. L'ancien chef d'État du Sénégal, Abdoulaye Wade, était en France l'année dernière. On lui a posé la question et il a botté en touche. Est-ce que vous pensez que lui, il n'est plus au pouvoir? Il a la liberté aujourd'hui de s'exprimer sur la question du franc CFA. Il ne l'a pas fait. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il sait les conséquences. Ce n'est pas simplement parce qu'on n'est plus chef d'État. C'est-à-dire que moi, je n'exerce pas de fonction présidentielle, à ce que je sache, pour l'instant. Mais il s'est fait que les problèmes, je les ai pour ces questions-là. C'est lui qui a été assassiné au Cameroun, qui a écrit un ouvrage excellent sur la question du franc CFA. Il a été assassiné sans être président. C'est une question qui, vous voulez, à chaque fois qu'on prend des positions et des opinions qui dérangent, ça pose réellement problème. Quant au chef d'État, je vais peut-être aller dans le contresens de ce qui a été dit. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains, le plus haut sommet au niveau du Cameroun. Vous savez ce qu'il m'a été dit? Quand Patrice Lumumba est mort, le peuple congolais s'est couché avec Patrice Lumumba et l'Afrique avec. C'est-à-dire, ils m'ont posé la question, est-ce que vous, la jeunesse africaine, vous allez nous soutenir si nous prenons la décision? C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai demandé 96 heures. C'est une question d'abord des décisions politiques. Et au-delà de la décision politique, c'est une question, comme je disais, militaire. Parce qu'ils ont peur de faire face. Alors la jeunesse africaine est aujourd'hui prête à faire face à l'armée française pour déloger cette armée de notre chère et mère patrie l'Afrique et permettre à ces présidents aisément de prendre des décisions qui nous permettra d'aller de l'avant. Alors,
J'aimerais qu'on avance, messieurs. Il est important de poser à ce stade du débat la question à la BCEAO. Nous les avons sollicités. On n'a pas eu de réponse. On a eu une réponse du service communication qui nous a renvoyé vers un papier écrit dans Jeune Afrique, que vous avez certainement lu. La réponse du gouverneur Tiemoko Meile Kone qui dit que pour lui, en tout cas, les pays africains doivent rester car ça leur permet de traverser les crises et contribuer à ces bonnes performances économiques. Je me tourne encore vers vous, Mwazoulou. Est-ce que vous entendez cet argument? Ça ne me surprend pas, ça ne me surprend guère. Vous savez, à la veille des indépendances africaines, il y avait deux camps. Il y avait de ceux qui connaissaient la valeur de ce qu'on appelle la dignité, je vous disais tout à l'heure. Il y avait de ceux qui estimaient qu'il fallait rester dans ces situations-là. D'ailleurs, notamment, le processus de la création des États-Unis d'Afrique a été bloqué par deux présidents. Au moment où tout le monde allait vers Addis Abeba pour la réunion, ces deux présidents-là sont passés ici. Je cite Senghor et Houphouët-Boigny. Quand ils sont passés ici, quand ils sont allés là-bas, ils ont dit « niet ». L'Afrique a été bloquée, la machine a été bloquée. C'est pareil avec ça. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui sont poliment et gentiment les élèves de la classe, les bons élèves de la classe, qui doivent accepter ces mécanismes-là. Mais la BCEAO, cette banque-là, parlons de ces banques-là. La BCEAO, ce n'est qu'une forme de succursale de la Banque de France et par ricochet de la Banque mondiale. Les mécanismes qui sont impliqués dedans, comment ça fonctionne d'abord? Il est le président de la commission. Il y a dans ces commissions-là les représentants du gouvernement français qui siègent, qui disposent du droit de veto. Raison pour laquelle il sait aussi que les décisions politiques de ces petits États, parce qu'on parlait ici de la France-Afrique, vous savez qu'il y a un État aujourd'hui dont les territoires, les limites territoriales nous échappent. Cet État-là qu'on appelle la France-Afrique. Qui prennent les décisions? C'est que la question que posait Nathalie Arthaud. Qui prennent ces décisions-là? Il a peur de ces gens-là qui vont prendre des décisions et il va perdre son fauteuil. Raison pour laquelle je suis en train de parler de la dignité, de leur donner la possibilité d'être dignes, de répondre clairement quand il s'agit de répondre clairement, sans pour autant avoir peur des représailles qu'il peut y avoir. C'est pourquoi nous parlons de cette lutte que nous menons aujourd'hui. Cette lutte, pour paraphraser tout ce qu'a dit Nathalie Arthaud, cette lutte, c'est pour la libération effective de notre mère patrie, l'Afrique. Et cette lutte, nous la cheminons d'abord avec le mot-clé qu'est la dignité. Lucien, votre réponse? J'avoue que je ne suis pas du tout, sur la même longueur d'onde que vous. Pour moi, la priorité, ce n'est pas l'autonomie monétaire. Pour moi, même s'il y avait révolution, à la limite, j'irai avec vous dans la révolution, mais je ferai d'abord qu'il y ait une certaine stabilité politique, qu'il y ait une bonne gestion. Il faudrait qu'un certain nombre de conditions soient réunies avant de penser à l'autonomie monétaire. Je vous dis, c'est le même débat que nous avons en Europe. Et le discours que vous tenez, c'est le discours que tiennent tous les souverainistes en Europe. Ce n'est pas parce que vous aurez votre propre monnaie que du jour au lendemain. Et d'ailleurs, dans ce sens, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Nathalie Arthaud. Ce n'est pas parce que vous aurez votre monnaie que du jour au lendemain, tout sera merveilleux pour vous. Donc, pour moi, s'il fallait... Bon, peut-être que vous avez, dans votre révolution, vous pensez à faire un Big Bang, vous allez faire tout péter du jour au lendemain. Mais moi, je dirais d'abord, et c'est le conseil que je donnerais aux représentants de la BCEAO, de stabiliser l'environnement politique, économique, après voir la question de l'indépendance monétaire qui, je le dis dans mon ouvrage, est légitime. C'est légitime qu'on pense à une indépendance monétaire. Mais s'il faut avoir une indépendance monétaire dans certaines conditions, ce sera pire et on risque d'être surpris. Ma curiosité intellectuelle m'oblige à vous demander qu'est-ce que vous appelez des conditions réunies? Mais les conditions de stabilité. Parce que le problème, c'est que quand je vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je vous réponds. Si votre révolution se fait au niveau de toute l'Afrique, ça veut dire qu'il faut que les États soient capables de s'entendre sur un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas aujourd'hui. Parce que vous raisonnez Afrique comme si vous raisonniez sur un État. Il va falloir que Paul Biya s'entende avec Idriss Déby ou ceux qui vont les remplacer. Il va falloir que tous ces gens-là s'entendent pour constituer une force parce que
la monnaie... Alors, quelles sont les conditions pour la stabilité? Vous avez, ça fait partie des alternatives. Quelles sont les conditions pour la stabilité, comme vous a posé Moizoulou la question? Si déjà il pouvait avoir un environnement démocratique, ça favoriserait une stabilité politique au niveau de... Mais vous voyez que si on revient sur ces questions, c'est pourquoi ma curiosité intellectuelle m'a posé à ça, pour pouvoir éclaircir la situation. Quand on parle de... Il faut réunir des conditions. On parle s'il y a la stabilité politique, c'est-à-dire un environnement démocratique. En 1997, avant 1997, en 1993, le président Chirac s'est déplacé au Congo-Brazzaville. Il a prononcé cette phrase. Ça va dans votre sens. La démocratie entraîne le soutien de la communauté internationale. Pourquoi a-t-il prononcé cette phrase? Il était devant le président Pascal Lissouba, qui venait de renégocier tous les contrats avec la France. Et il a remis à plat. La République du Congo-Brazzaville n'est gagnée que 13 à 17% de ce qu'était sa production, ses richesses pétrolières. Et Lissouba l'a ramené à 67%. Jacques Chirac est allé, non pas pour dire que la démocratie entraîne, comme il a dit, mais il est allé pour aller renégocier ses contrats. Et Pascal Lissouba a refusé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? À travers ELF, le procès ELF, Mme Eva Joly, qui maîtrise bien ces dossiers, tout le monde a vu ce qui s'est passé. C'était un soutien direct au général d'armée Denis Sassou Nguesso pour aller à l'encontre d'une volonté populaire exprimée par les urnes qui a choisi Pascal Lissouba comme président. Cet environnement démocratique, il est difficile de le créer parce que justement, l'Afrique réside encore sur la subordination. Et la France, c'est quoi? Capable, ou si j'ose dire, mettre encore de pouvoir donner des leçons démocratiques à l'Afrique et maintient l'Afrique dans des circonstances qui est très difficiles. Nous avions réalisé avec Thomas Sankara en 4 ans ce que la France n'a pas été capable de réaliser en 4 siècles à Haute-Volta. Et qu'est-ce qu'a été l'effort? C'était de stopper ces processus. Patrice Lumumba n'était-il pas un démocrate par excellence? Mais on a stoppé ces processus. C'est ça la difficulté que vous balayez par les revers de votre main. Je vous le permets. Juste un instant. Je me permets de le dire. Je trouve votre discours dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Je trouve votre discours dangereux parce que votre discours dédouane les responsables africains. Quand je les ai qualifiés de préfets, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord. Je n'ai pas fini. C'était la co-responsabilité des dirigeants africains. Vous n'étiez pas d'accord avec ma proposition. Votre discours dédouane les responsables africains. Et c'est très dangereux ce discours-là. Sans vous en rendre compte, vous cautionnez les dictatures. Non, c'est faux. Alors, je vais être plus explicite. Tout à l'heure, ici, j'évoquais 3 monnaies. J'ai parlé de la monnaie coloniale du franc CFA, créée en 1945 sous l'inspiration du général de Gaulle et sous l'égide de l'FMI de la Banque mondiale. Et j'ai parlé de la deuxième monnaie. C'est quoi la deuxième monnaie? La deuxième monnaie, c'est la monnaie, les francs de colonie de la communauté française d'Afrique. Cette monnaie a été acceptée par tous les dirigeants africains que j'ai qualifiés ici, que vous aviez refusé, des préfets qui n'obéissent qu'aux lois venues de l'autre cieux, parce que le président Ahmed Sékou Touré, qui était le digne président, a refusé cette communauté. Le président, vous voyez que je cite, je cherche des noms, le président Modibo Keïta, qui était le digne. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de dédouaner la responsabilité que je qualifie d'ailleurs des préfets. Je l'ai dit ici, Macky Sall aujourd'hui, quand on a posé la question à François Hollande sur la question monétaire du français. Si son préfet, ils exécutent les ordres venus d'en haut. Ça veut dire que tout ce qui se passe en Afrique, c'est de la faute de l'Élysée. Alors là, c'est pas le débat, la co-responsabilité des dirigeants africains qui n'ont pas la capacité de savoir qu'ils sont dirigeants et qui doivent porter les aspirations profondes de leur peuple. Je vais vous parler ici des hautes sphères des dirigeants africains qui me disaient que si, quand Patrice Lumumba est mort, le peuple congolais s'est couché avec. Est-ce que vous allez nous défendre? C'est pour vous dire qu'ils ont peur. Ce n'est pas pour rien que je demande leur fonction pour 96 heures. Parce que je sais que je prendrai des décisions qu'ils ne sont pas capables de prendre. Ils sont en train de vendre, si vous voulez, de trahir notre mère patrie. Vous allez prendre les responsabilités dans toute l'Afrique. J'avoue que j'essaie de comprendre votre processus révolutionnaire. Bon, moi aussi, alors, je propose, s'il vous plaît, messieurs, que il y aura un autre débat si vous voulez. Vous allez prendre la responsabilité dans tous ces États. S'il vous plaît, qu'on reste sur le franc CFA, justement, qu'on propose des alternatives et surtout qu'on essaye de voir quelles sont les conséquences. Mais avant, je vous propose de regarder ce magnifique spot fait par la BCEAO concernant le nouveau billet de 500 francs CFA qui a été mis en circulation en 2012. La BCEAO met en circulation à partir du vendredi 30 novembre 2012 un nouveau billet de 500 francs CFA. Ce billet, qui vient compléter les autres coupures de la gamme, à savoir les billets de 10 000, 5 000, 2 000 et 1000 francs CFA, a également pour motif principal la figurine du poisson-scie, emblème de la BCEAO.
Facile à reconnaître grâce à sa couleur dominante orangée, le billet de 500 francs CFA combine esthétique et sécurité. Au recto, la thématique choisie se rapporte aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec notamment la carte de l'Afrique associée à une tablette numérique ainsi que des circuits électroniques parcourant les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Au verso, hommage à la beauté de la savane avec l'image d'un couple d'hippopotames au bord d'un marais. Le billet de 500 francs CFA est bien sécurisé et vous pourrez facilement l'authentifier grâce principalement à 2 filigranes représentant le poisson-scie et la valeur faciale, une transvision de la valeur faciale en chiffres, un fil en surimpression discontinue où sont inscrits en alternance le sigle UMOA et la valeur faciale. Retenez ceci, le nouveau billet de 500 francs CFA et la pièce de 500 francs CFA pourront être utilisés dans les transactions. Nous venons de regarder ce spot donc, du billet de 500 francs CFA mis en circulation en 2012. Messieurs, je vais vous poser la question, Mwazoulou, quelles sont les alternatives aux francs CFA? D'abord, je dirais que par rapport à ces spots-là, d'emblée, j'appellerais à la démonétisation de ces billets, à tous nos mamans. Je veux m'adresser à toutes nos mamans qui sont au marché de Poto-Poto et de Mongali au Congo-Brazzaville, à toutes nos mamans qui sont au marché d'Antokwa au Bénin, à toutes nos mamans qui sont dans de grands marchés africains, de pouvoir faire ce qu'ils ont fait lorsque le FMI et la Banque mondiale avaient détruit nos économies, avaient détruit la fonction de ce qu'on appelle la fonction publique. Elles ont été capables, à la manière de Serena et de Venus Williams, de marquer le point, de nous protéger face à cette situation dramatique des économies africaines causées par les institutions de Bretton Woods. Je leur demande de démonétiser et de ne pas consommer ces billets. Et de deux, les alternatives aux francs CFA. Il y a aujourd'hui une alternative sur le plan de la monnaie du Cori, sur lequel nous, on estime qu'on est en train de s'allier, non seulement parce que ça peut être une proposition qui soit économique mais financièrement très efficace, mais ça nous permet aussi de rattacher les cordons ombilicaux de l'Afrique monétaire et économique à nos anciens royaumes. Donc quand vous parlez du Cori, c'est bien les coquillages? C'est bien les coquillages, parce qu'il y avait un moment donné dans le royaume d'Ashanti, du Ghana, dans les royaumes du Congo, dans le royaume de Mouene-Moutapa, dans les royaumes du Manding, où on utilisait ces coris-là. D'ailleurs, quand les Portugais sont arrivés avec le Reis, ça faisait la valeur de la monnaie. Donc c'est une monnaie où on ne fabrique pas pour qu'on ne nous donne pas les arguments financiers. Vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de... C'est une monnaie où on part chercher. Comme ceux qui ont indexé à l'or, nous on le fera avec le Cori. Je pense que ça sera une fierté pour nous parce que dans l'esprit du président Kassavou, lorsqu'on lui avait posé la question qu'on me pose ici, comment vous allez gérer, comment vous allez sortir, il disait qu'il va utiliser l'intelligence et la sagesse africaine. C'était justement de rattacher les pays africains naissants, le cordon ombilical à nos anciens royaumes. Et le Cori nous ramène à ça. C'est une alternative. Il y a une alternative lors de la dernière conférence qui a été proposée avec la création d'une monnaie numérique, qui est très intéressante parce que je suis en train d'y travailler depuis ces jours en question. Je suis en train d'y travailler énormément pour la création d'une monnaie numérique qui nous permettra d'en sortir parce que l'exemple de l'Espagne et l'exemple de l'Argentine sont pour moi des illustrations parfaites de la volonté populaire d'un peuple contre les avis des techniciens, des technocrates et des théoriciens. Très bien. On ne vous a jamais dit que la proposition de revenir à la monnaie Cori était une proposition farfelue? Non, vous savez, à chaque fois que l'Afrique a son propre génie d'invention, son propre génie de pouvoir faire quelque chose, il y a toujours une volonté pour pouvoir nous dédouaner de cette réalité, pour que nous restons dans l'état actuel des choses. Toutes les pistes, je dis bien, toutes les pistes seront explorées pour que nous sortions de cette situation et de ces marasmes économiques et financiers dans lesquels on nous a placés avec la subordination et l'asservissement monétaire du franc CFA. Lucien, qu'est-ce que vous répondez aux alternatives et éventuellement quelles conséquences? Une fois que vous avez réglé la notion de stabilité, que vous avez réuni toutes les conditions pour la stabilité politique, est-ce que, oui ou non, vous proposez de sortir du franc CFA et qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Non, mais si un certain nombre d'États peuvent se mettre d'accord pour créer une monnaie, ce serait merveilleux. Mais encore faut-il que ces États-là puissent... Parce que la question de la monnaie, derrière la question de la monnaie, il y a un certain nombre de choses. Vous voyez bien la tension qu'il y a en Europe entre les différents États qui ont la même monnaie. Parce que quand on a une monnaie commune, il faut des convergences économiques.
il faut gérer de la même façon. Il faut un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous n'avez pas d'alternative? Qu'est-ce qu'on fait? On en parle uniquement? Non, je ne dis pas qu'on... non, je dis qu'on peut progressivement, les États peuvent progressivement se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. S'ils peuvent déjà stabiliser politiquement leur environnement, ensuite se mettre d'accord sur la gestion économique, au bout d'un certain temps, naturellement, ils prendront leur autonomie monétaire. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on acquiert sa souveraineté monétaire. Et je trouve que Nathalie Arthaud, même si je ne partage pas son discours anticapitaliste, l'a très très bien dit. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Avant de passer à la conclusion, je vous propose de regarder ce spot. Venez sublimer votre beauté dans votre espace Arisaderm grâce à notre gamme de produits et maquillage de la gamme Arisaderm Cosmetics. Marre de payer trop cher et de ne pas savoir où en sont vos colis? La solution, c'est KMR Fret, spécialiste de l'envoi de colis et de véhicules dédouanement compris vers le Cameroun. KMR Fret, c'est une équipe de professionnels à votre écoute et à votre service. KMR Fret, c'est des ramassages gratuits dans toute la France et les prix les plus bas du marché. Chez KMR Fret, envoyez vos colis à partir de 29 €. Oui, vous avez bien entendu. Enlèvement gratuit dès 29 € d'envoi. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Pour conclure rapidement, j'aimerais quand même vous soumettre une proposition qui a été faite par le collectif de solidarité avec les luttes sociales et politiques en Afrique, qui a posé des questions à tous les candidats à l'élection présidentielle en France. Et la réponse, notamment la plus surprenante, c'est celle de Marine Le Pen, qui propose évidemment de sortir du franc CFA. Que diriez-vous pour conclure cette émission? Je dirais que c'est une volonté aujourd'hui inébranlable de notre peuple et de notre jeunesse, parce que nous aspirons à une réelle indépendance, à une souveraineté véritable qui, je résume simplement par le mot souveraineté, de quel mode en découlera toutes les formes de souveraineté. Et notre détermination, je dirais, sera sans équivoque. Notre volonté inébranlable et notre envie aujourd'hui de doter aux générations futures une Afrique, je dirais, prospère, une Afrique digne, une Afrique respectable et non subordonnée. L'acheminement de cette sortie, d'emblée là, je demande déjà à toute la jeunesse africaine de boycotter tout ce qui est les filières de management, d'ingénierie, à travers des mécanismes que j'ai parlé, des hautes études au Maroc et en Tunisie. Je leur demande aussi à toutes nos mamans, comme je le disais, et je demande à tous les États africains, à tous les énergies intellectuelles africaines, de commencer à rédiger des nouvelles constitutions pour l'Afrique. Parce qu'il faut briser et les constitutions africaines, des pays africains, et les codes civils, et les codes miniers, et les codes forestiers. Et par là, par-dessus tout, abandonner définitivement les fêtes des indépendances des pays africains. Parce que c'est là que se situe la clé, la première des clés pour sortir de ces marasmes économiques et financiers. Merci beaucoup. Lucien. Écoutez, moi je pense que c'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant, mais au-delà des discours, il faut être concret. Il faut passer aux actes. Et je pense que la question monétaire, c'est pas une question qui devrait être intégrée dans un discours révolutionnaire sur l'Afrique. Les discours révolutionnaires sur l'Afrique, on en a eu depuis des dizaines d'années. Il faut passer au concret. Sur le plan monétaire, que Marine Le Pen soit d'accord avec, veulent la sortie immédiate de la zone CFA, je vous ai dit tout à l'heure que c'est le discours souverainiste en Europe. Donc, oui, à terme, oui, pourquoi pas, mais il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Et si ces conditions ne sont pas réunies, je pense que les peuples déchanteront. Bon, c'est vrai que face à votre discours révolutionnaire, j'ai l'air
je ne sais pas trop quoi, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que les relations entre la France et l'Afrique soient revues. Je consacre tout un chapitre dans mon livre qui est destiné à la campagne électorale en France. Donc, côté français, j'ai quand même cette sensibilité du fait de mes origines africaines. Mais je ne peux pas non plus tenir... parce que ce genre, quand on tient un discours révolutionnaire, finalement, on ne règle pas le problème, on tourne en rond. Très bien. Merci beaucoup aux invités qui ont répondu présents aujourd'hui pour ce débat. Le franc CFA continue de faire débat. Pourquoi ils veulent changer les règles? En tout cas, c'était le thème du jour. Merci également à vous, chers téléspectateurs, qui nous regardez chaque samedi à 16h30. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, mais également par téléphone. Et enfin, un petit remerciement spécial à mon équipe technique, Yann Leblond-Tafoma, HTB, Aziz Sanfo. Merci, bonne soirée.